Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Christophe Barbier, alors aujourd'hui pour faire plaisir à notre invité, vous avez eu envie de parler de la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmid qui se joue en ce moment au théâtre Rive Gauche. Vienne, 1938. Sigmund Freud est chez lui avec sa fille au cœur d'une tempête. Tempête de haine dans la rue avec les défilés et les manifestations organisées par les nazis qui viennent d'annexer l'Autriche à l'Allemagne hitlérienne. Tempête de doute. Faut-il quitter la ville ? Faut-il se rendre en Angleterre ou aux États-Unis pour se mettre à l'abri ? Faut-il abandonner les amis ? Faut-il abandonner les patients ? Faut-il signer ce papier ignominieux indispensable pour obtenir un laissez-passer, un visa de sortie, un certificat de bonne conduite signé par Freud et qui garantit que le pouvoir allemand s'est bien comporté envers lui et qu'il n'a rien, le docteur, à reprocher au nouveau maître du pays qu'il fuit, Hitler. Freud refuse. Il peut au moins sauver son honneur dans ce gigantesque désastre pour l'humanisme, pour la culture, pour la science. Mais la Gestapo ne l'entend pas ainsi et pour faire pression, arrête sa fille. La voici emmenée vers l'inconnu. Seul chez lui, le père de la psychanalyse voit surgir un homme élégant, souriant, raffiné, cultivé, mystérieux. C'est le visiteur. Le visiteur, celui qui donne son titre à la pièce. Cet homme sait bien des choses sur Freud et sur sa famille. Il prétend prédire l'avenir tout en connaissant les secrets du passé. Rapidement, l'énigme est posée. Cet individu est-il Dieu ? Dieu descendu sur terre pour regarder l'horreur nazie s'avancer. Dieu descendu sur terre pour discuter avec ce médecin qui prétend sonder les âmes humaines. Heureusement, non. Un officier nazi apporte la réponse. C'est un fou qui s'est échappé d'un asile voisin. Il n'est pas dangereux, mais il peut causer du désordre. Le docteur est rassuré. Ce n'est pas Dieu. Mais il accepte de continuer le dialogue puisque cet homme est parfait. Et qu'un fou, c'est un patient. Donc, c'est passion, c'est sa vocation. Mais voici qu'on arrête le vrai dément, qu'on le ramène à l'asile. Bigre, alors qui est donc cet inconnu impossible à démasquer et qui a réponse à tout ? Voici un nouveau jeu entre les deux hommes. Que dirait Freud à Dieu s'il le rencontrait ? Mais le docteur pose aussi la question inverse. Si vous êtes Dieu, qu'avez-vous à dire à Freud ? Étendez-vous sur le divan. Pourquoi y a-t-il tant d'horreur de par le monde ? Pourquoi avoir inventé le mal ? Le vrai débat s'engage, celui du libre arbitre, celui que Dieu a donné à l'homme, sans quoi il ne serait qu'une machine. Celui dont l'homme use pour faire le bien ou pour faire le mal. Le Visiteur est le premier grand succès d'Éric Emmanuel Schmid. Il a été créé en 1993 avec un succès colossal couronné par plusieurs Molières. C'était au Petit Théâtre de Paris et j'y étais. Maurice Garrel jouait Freud, Thierry Fortino était Dieu ou celui que l'on prend pour Dieu. Josiane Stoléru était Anna, la fille du savant. Distribution de rêves. Aujourd'hui, l'affiche sonne fort aussi, avec Sam Karman en psychanalyste et Franck Desmet en Dieu. Freud est peint dans les ravages de la vieillesse et de la maladie, ce cancer de la mâchoire qui l'emportera en 1940. Dieu est moins juvénile, moins sautillant que celui de 93, plus proche de l'escroc de génie que du gentleman cambrioleur. Mais la situation fonctionne encore, grâce au talent de Franck Desmet pour entretenir le mystère. Est-il ou non Dieu ? Voilà un face-à-face improbable qui ressemble à un rêve. C'est un choc majeur entre la raison qui triomphe de tout, de l'inconscient comme de la religion, et la foi qui dépasse tout. Parce que, comme le dit Victor Hugo, Dieu, c'est l'incompréhensible, incontestable. Quelques tournures, bien sûr, ont vieilli en presque 30 ans. Quelques longueurs apparaissent parce que le tempo des spectacles n'est plus le même et que les narrations se patinent. Mais il y a toujours le même plaisir, celui de déguster un morceau d'intelligence. Merci beaucoup Christophe Barbier pour votre analyse toujours pointue, juste, fine et précise. Christophe Barbier, notre monsieur théâtre, mais aussi notre barbier du matin, retrouvé à 7h45 pour son interview politique dans la matinale d'Ilana Ferradian. Je vous lâche parce que je sais que vous êtes très occupé Christophe, mais on se retrouve lundi bien évidemment. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon, Pascal Elbé. Vous écoutez Radio J. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Pascal. Bonjour.
Pascal Elbé, c'est le moment de la chronique Culture Émotion. Alors on va parler d'artistes que vous aimez, qui nous font penser à vous ou qui ont des points communs avec vous. Alors une fois n'est pas coutume, comme dans votre dernier film, vous interprétez un malentendant, on va parler musique et commencer cette chronique avec un chanteur que vous nous dites adorer. Quand on vous demande quel est votre artiste préféré, ou du moins l'un de vos artistes préférés, vous répondez Prince. Et forcément, quand on parle de Prince, on pense tout de suite à cette chanson. Dans quelques secondes. Ah ouais, non, mais c'est l'incontournable de Prince, on est d'accord. Alors l'incontournable de Prince, non c'est... Ah non. Alors peut-être que... Mais non, c'est incontournable. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? C'est vrai que la discographie de Prince, elle est assez incroyable. Après, cette chanson, elle a une histoire assez particulière, puisqu'au début, Kiss n'était qu'une démo acoustique. Et la Warner Bros. Ne voulait pas en faire un single. Et puis Prince a décidé, à la dernière minute, d'ajouter Kiss à son album Parade. Vous aviez à peine 20 ans. Et le titre qui ne devait pas figurer sur cet album, est devenu un titre interplanétaire. La preuve que le succès tient parfois à peu de choses et qu'il est souvent difficile, voire impossible, de savoir quelle recette va plaire au public. Par contre, si vous aviez un titre à choisir de Prince, ce serait lequel du coup, si c'était pas Kiss ? Bon, évidemment, il y a Purple Rain qui est la chanson emblématique. Oui, pardon. C'est vrai. On aurait pu. Moi, une de mes chansons préférées de Prince, c'est une chanson un peu mélancolique et magnifique et qui s'appelle Sometime It's Snow in April. Ok, on va chercher ça. Qui est magnifique. Maintenant, pour ce qui est parfois des succès un peu comme ça inattendus, moi j'ai parlé il y a pas longtemps avec Joey Starr qui me disait que dans ma Benz qu'on connaît tous, c'était une chanson qu'il avait créée tout seul pour tester le système de son de sa voiture et qu'il n'était pas du tout prévu dans l'album, et ils l'ont intégré aussi. Comme quoi, parfois, on prend du temps à trouver des idées et puis c'est celle qui n'est pas destinée à être au top qui arrive. En tout cas, Prince, c'est aussi la preuve, Pascal Elbé, qu'on peut avoir une oreille parfaite comme lui ou avoir une oreille un peu moins bonne comme vous et réussir dans la vie, avoir une belle carrière malgré les difficultés, une leçon que vous donnez dans votre film. Et puis en parlant de Prince, il y a un grand point commun entre vous et lui. Et on comprend pourquoi c'est l'un de vos artistes préférés. On écoute Purple Rain. Vous êtes tous les deux multicap. Sometime, pardon. C'est pas arrivé. Est-ce que vous la connaissez, Sometime ? On peut écouter un petit bout. On peut écouter. L'introduction est longue. C'est une chanson terriblement triste et qui raconte des choses très dures, mais regardez comme c'est beau. En effet. Alors je disais, ça suscite l'émotion. Ça suscite beaucoup d'émotions, comme votre film d'ailleurs, Pascal Elbé. Merci. Alors je disais, il y a un grand point commun entre vous deux, c'est que vous êtes tous les deux multicartes. Prince, alors tout le monde ne le sait pas forcément, il aimait faire tout seul, c'est-à-dire qu'il était capable de jouer une trentaine d'instruments et c'est lui qui enregistrait parfois tous les instruments de ses chansons, un par un instrument par instrument, dans son studio. Il était souvent accompagné uniquement de son ingénieur du son pour enregistrer des albums entiers. Alors c'est un point commun que vous avez avec lui, parce que vous avez plusieurs casquettes, on vous a vu dans des registres très différents, l'humour bien sûr, mais aussi le drame, la politique avec Baron Noir notamment. Et puis surtout, vous avez comme Prince plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes acteur, réalisateur et scénariste. Un point commun avec cet artiste que vous aimez. Alors on va poursuivre avec un autre artiste que vous nous dites aimer, un artiste italien, Andrea Bocelli. Alors Pascal Elbé, quand on vous demande quelles sont les musiques que vous écoutez en ce moment, vous nous répondez Adele, James Brown, Pavarotti ou encore Andrea Bocelli. Alors actualité du film oblige, pourquoi j'ai choisi Andrea Bocelli ? Parce que dans le film vous incarnez un malentendant. Andrea Bocelli, on le sait, il est aveugle depuis l'âge de 12 ans. Il y a deux handicaps, donc la cécité et les problèmes d'audition, et d'ailleurs deux handicaps qui sont bien différents, qui ne sont pas toujours perçus ou vécus de la même façon en société. Vous avez déclaré lors d'une interview, ces handicaps invisibles, c'est toujours un peu ingrat. La surdité, c'est toujours un peu moqué, contrairement à la cécité. Les gens ont honte. Alors c'est vrai, vous avez raison. Pour les aveugles, le public a tendance à avoir une sorte de pitié. Alors exception faite de Gilbert Montagnier, qui est souvent moqué, mais gentiment, parce que lui-même est à fond dans l'autodérision. À fond. En revanche, pour les sourds ou les malentendants, c'est un peu la double peine. Comme c'est un handicap invisible, on a d'un point de vue extérieur l'impression que le handicap n'existe pas. Et en plus, c'est vrai, on a tendance à davantage se moquer des sourds que des aveugles. Alors juste une petite question, Pascal. Pour vous, quelle est la
pire des choses par rapport à un handicap, que les gens aient pitié ou que les gens se moquent de vous? La pire des choses, c'est quand on a pitié. Moi, ce que j'aime, c'est l'empathie, c'est pas la pitié. La pitié, c'est quelque chose qui vous rabaisse et qui vous pousse dans votre embarras ou votre gêne. Non, ni un ni l'autre, j'allais vous dire. Juste un regard juste. Parce que de toute façon, écoutez, on a tous nos petits. Ah, mais oui, on a tous nos petits trucs, nos handicaps physiques et même pas physiques. Ouais. Alors, on va finir cette page musicale par un médical, c'est vrai. Musical et non médical, mais attention quel lapsus, terrible. avec un autre artiste que vous aimez. On l'écoute tout de suite. Ouais. C'est des trucs pour la toux. Michel Jonas. Alors Michel Jonas, un artiste qui a encore un point commun avec vous, celui d'avoir plusieurs casquettes, celle de chanteur, mais aussi celle d'acteur, puisqu'il a joué dans une trentaine de films. Il a même marqué le début de votre carrière dans le cinéma, puisqu'il jouait dans Babel, le film sorti en 99, un film dont vous étiez le co-scénariste et qui, on peut le dire, a marqué votre entrée dans le milieu du 7e art. Alors, Michel Jonas, je le disais, un artiste aux multiples facettes, 30 films, 30 téléfilms, une dizaine de pièces de théâtre. Et pourtant, quand on demande aux gens dans la rue qui est Michel Jonas, 90-95% vous répondent un chanteur, en oubliant le reste. C'est vrai qu'en France, on aime bien enfermer les gens dans des cases et on a l'impression que si on excelle dans un domaine, on est forcément mauvais ailleurs ou on n'est pas légitime dans un autre domaine. C'est très français, mais ça dépend. Et puis on pouvait pas, je disais qu'on finissait cette page musicale avec Michel Jonas, j'oubliais un compositeur qu'on ne pouvait pas éluder, en l'occurrence Hans Zimmer. On écoute ici la bande originale du film Inception, composée par Hans Zimmer, un artiste que vous appréciez, je crois bien. Hans Zimmer, considéré par beaucoup comme le plus grand compositeur de musique de film au monde. Une émission entière ne serait pas suffisante, Cyrielle, pour faire la liste de toutes les musiques qu'il a composées. En tous les cas, un artiste que vous admirez, Pascal Elbé, et qui, comme beaucoup d'artistes que vous aimez, est lui aussi multitalent, puisqu'il maîtrise autant le piano que la guitare, le synthé, la basse ou encore le banjo. Ah, le banjo. Le banjo, oui. Il maîtrise parfaitement le banjo. Voilà, donc là, c'est la bande-annonce, la bande originale d'Inception, l'une des nombreuses compositions qu'il a faites. C'est vrai que c'est le seul compositeur dont j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et par exemple, pour les films de Christophe Nolan, en général, je regarde pas le film, j'achète la BO. Ah. Oui, parce que je comprends beaucoup mieux la BO que ses films. Vous avez déjà eu l'occasion de collaborer avec lui ? Non, mais vous savez, puis pour l'approcher, c'est compliqué, parce que lui, il a une énorme équipe, il travaille dans un énorme studio, sur plusieurs étages, et en général, il vous envoie ses collaborateurs, mais on peut travailler avec son studio, mais avec des collaborateurs, mais en revanche, je sais qu'il va venir bientôt à Paris pour un concert. Un concert auquel vous voulez assister, je crois bien. Ce sera l'occasion d'y aller, bien sûr. Ah oui, vraiment, parce que c'est... il vous emporte, c'est une belle promenade, on le dit. C'est vrai. Alors on va quitter définitivement cette fois-ci le monde de la chanson et on passe au théâtre. Une pièce vous a marqué, Simone Veil, Les combats d'une effrontée, une pièce actuellement à l'affiche avec Christiana Reali. Alors cette pièce, elle raconte l'histoire d'une étudiante, Camille, qui vient de finir sa thèse sur Simone Veil et qui évoque ce qu'elle retient de cette femme extraordinaire qui a consacré, on le sait, sa vie à l'engagement. Simone Veil qui reste 4 ans après sa mort, l'une des personnalités préférées des Français et qui est devenue notamment au cours de sa vie une icône de la lutte contre la discrimination des femmes. Alors encore un point commun avec vous, j'ai envie de dire, celui de la lutte contre la discrimination, puisqu'on peut percevoir en fil rouge de votre dernier film, même si c'est traité avec humour, mais parfois aussi avec tendresse, la lutte contre la discrimination, en l'occurrence celle des malentendants. Vous avez même déclaré que grâce à votre film, certaines personnes avaient fait un coming out de leur surdité. Coming out, un mot très fort, souvent employé parfois pour révéler quelque chose jugé de honteux par les autres. Et puis, puisqu'on évoque Simone Veil, et c'est par là que je terminerai cette petite chronique, j'aimerais citer l'une de ses phrases qui va si bien avec la sortie de votre dernier film. Simone Veil, elle déclarait « Aussi longtemps qu'on entend, aussi longtemps qu'on partage, on vit ensemble. » Aussi longtemps qu'on entend, on vit ensemble. Une citation qui serait une préface parfaite pour votre film. Simone Veil, définitivement, était une visionnaire. Oui, et je regrette presque d'avoir fait votre émission dernier, parce que j'aurais pu me servir de cette phrase longtemps. Et juste pour finir, cet hommage au formidable travail qu'a fait Christiana Reali, parce qu'elle est une Simone Veil complètement... elle l'incarne absolument. Et puis l'adaptation est très faite, elle est très bien faite. Une vie de Simone Veil, de son livre. Et allez-y au Théâtre Antoine, parce que ce travail-là, c'est vraiment remarquable. Les gens à la fin étaient debout parce qu'on est ému et on est transporté par l'œuvre de Simone grâce à Christiana Reali, qui est une comédienne extraordinaire. Incroyable, qu'on a découvert il y a très longtemps, mais pour ma part, je l'ai découvert dans Terre Indigo, c'était il y a très longtemps avec Francis Huster, et elle était formidable.
et c'est resté en effet une très très bonne comédienne. Allez, virage 360 degrés si vous le voulez bien. Pascal Elbé, à présent, vous vous faites croquer par notre chroniqueur Rudy Doucan, alias Baba Rudy. Bah oui, on l'a découvert dans la télé-réalité The Circle sur Netflix et il nous a régalé, comme on dit chez lui, et c'est l'occasion alors de mettre nos papiers en éveil sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'embrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Eh oui. C'est normal, tout ça, c'est normal. Et bah oui, petit clin d'œil à Michel Boujna que vous adorez et qu'on adore aussi sur Radio J, Pascal Elbé. L'occasion de dire bonjour Rudy. Bonjour tout le monde, bonjour Pascal. Bonjour. Alors Rudy, vous allez nous manquer, mais on va en parler après. D'abord, bien évidemment, quand vous voyez Pascal Elbé, vous avez une petite idée puisque vous avez la marmite dans l'œil, le compas dans l'œil. Nous inviter vous inspire quoi donc aujourd'hui? Alors, pour moi Pascal, déjà avant tout, il faut que je vous dise que je vous adore, parce que ma femme à côté, elle est en train de me dire « Dis-lui que tu l'adores, dis-lui que tu l'adores ». Donc je vous adore Pascal. Moi j'adore votre femme aussi et vous, allez, on va dire vous aussi. Alors pour moi, Pascal c'est un couscous. Voilà. Ah bah voilà. C'est obligé. Merci. J'étais obligé parce que je sais que vous adorez ça. Oui. Moi aussi, évidemment. Même si je suis devenu intolérant au gluten depuis 1 an, mais j'en ai jamais autant mangé que depuis que je suis intolérant au gluten. Mais attention, pas n'importe quel couscous, je parle du couscous constantinois, celui qu'elle fait ma mère. Non mais il y a énormément de débats sur le couscous, alors Pascal, il faut qu'il soit d'accord là. Non, mais alors écoutez, moi le couscous évidemment, même si si c'est plutôt le couscous marocain, comme je suis d'Algérie, évidemment que ce qui me parle en premier c'est le couscous constantinois. Ah, bravo. vous avez Voilà. bien vu. Bravo. Voilà, parce que c'était le débat hier avec Cyrielle, est-ce qu'il y a de la coriandre, est-ce qu'il n'y a pas de la coriandre, Alors écoutez, chez moi en Algérie, il n'y en a pas. Mais vous me dites que oui, alors je comprends pas. Moi, celui qui a fait ma mère, elle a toujours mis de la coriandre. De toute façon, ma mère, elle met de la coriandre pas trop, elle en met même dans mon café. Donc, donc en fait, la raison pour laquelle moi je vous compare à un couscous, en particulier celui de ma mère, c'est parce que vous avez un point commun avec ma mère, Pascal. Ah. Alors, ça, déjà que je vous aimais bien, du coup, maintenant, je vous aime encore plus. C'est parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il faut d'abord que vous sachiez que dans ma famille, depuis qu'on est tout petit, mes parents ont toujours parlé très fort. Et ça, c'était vraiment un truc de fou. On avait toujours eu des problèmes avec les voisins. Pas à cause de la musique, juste parce qu'on parlait très fort. On ne sait pas parler sans crier dans ma famille. On n'était que 5 dans l'appartement. Mais quand quelqu'un nous appelait... Non, on n'était que 5, c'est tout. Il y avait mon frère, ma soeur et mes parents et moi. Mais quand quelqu'un nous appelait, il demandait toujours si on était en train de faire une fête, un anniversaire ou une bar mitzvah, tellement il y avait du bruit au téléphone. J'ai envie de venir chez vous, Rudy. Vous êtes la bienvenue. Et il y a 4 ans de ça, on a décelé à ma mère une surdité de 80%. Ah. Ma mère, elle est sourde à 80%. Et quand j'ai appris ça, j'étais super choqué. Je me suis posé la question, je me suis dit, attends, est-ce que ma mère est devenue sourde parce qu'on criait ou est-ce qu'on criait parce qu'elle était sourde? et du coup, la question elle sera à jamais dans ma tête. Je pourrai jamais répondre à cette question. Donc voilà, mon cher Pascal, si un jour vous passez sur Marseille, vous êtes évidemment invité à manger avec ma mère. Alors écoutez, c'est avec grand plaisir, puis vous me donnez envie, et puis on choisira au dernier moment si on met de la coriandre ou pas. Exactement. Eh bien, écoutez, le rendez-vous, il est pris, Rudy. Rudy, merci. On se dit merci. Merci à vous. Pourquoi on se dit merci? Dites-nous tout. Parce que ce soir, aujourd'hui, c'est ma dernière chronique pour l'instant. J'ai envie de dire, mais pour l'instant, je sais que c'est ma dernière chronique sur Radio J. Je suis d'ailleurs très très content de l'avoir fait avec Pascal en dernier, vraiment, parce que vraiment c'est un acteur que j'adore. Et du coup, voilà, donc, je suis un peu ému de faire la dernière chronique avec vous. Écoutez, merci à vous et vous embrassez très fort votre maman. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Cyrielle pour tout. Merci. À la base, je devais juste m'inviter en tant qu'invité. Ouais, c'est vrai. Je me suis incrusté en tant que chroniqueur 3 fois. C'est vrai. Vous étiez mon coup de cœur. Je vous avais repéré dans The Circle et puis on a discuté ensemble et je vous ai dit non, faut qu'on aille plus loin. Et donc, je vous ai proposé cette chronique et je savais que vous étiez extrêmement pris parce que vous êtes sur scène en ce moment. Vous êtes d'ailleurs le 18 à Lausanne, le 25 novembre à Marseille, le 30 décembre aussi à Marseille. Et puis, vous jouez aussi au cinéma, je crois. On a le droit de le dire. Ouais, je suis sur pas mal de... Enfin, c'est dans des séries que je tourne pas mal dans pas mal de séries en ce moment. Donc, il y a pas mal de projets. Écoutez, Rudy, vous allez venir bientôt à Paris. Je crois que vous serez là le 12 décembre pour une scène. Le 12 décembre au République à Paris. Voilà, on sera là et vous viendrez nous en parler ce jour-là. Exactement, et Pascal est bien sûr invité. Le rendez-vous, il est pris. Vous êtes adorable. Bonne route à vous pour toute la tournée. On va tous venir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Rudy. À très vite sur Radio J. En attendant, bien sûr, on retrouve encore votre dernière chronique croquante en podcast sur YouTube et radioj.fr.